Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. J'allais commencer l'émission en faisant une petite blague. Il y a quelques instants, je n'avais pas d'invité à ma gauche. Et là, tout d'un coup, mon invité est apparu comme par magie. Mais en fait, non. Attends, oui, on n'a pas ton micro n'est pas ouvert. Bonjour Alain Choquette. Salut, Sophie Durocher. Magicien. En fait, j'étais à droite, puis j'ai changé. Comme par magie. Oui, sur un tapis volant, t'as rien vu. Tu étais à ma droite et tu es à ma gauche. Bonjour, Cybèle Moi, Olivier. j'ai tout vu le derrière de la scène. D'habitude, les magiciens ne révèlent pas leur tour, mais moi, C'est je les vrai. Cette connais. jeunesse. Ben J'ai oui. vu. Bonjour Alain Choquette, c'est un j'allais immense... dire bon matin. Bon, ben, merci beaucoup, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es un petit peu en décalage horaire, il est 14h. Oui. Mais peut-être que toi, ton matin, c'est 14h. Alain, c'est un plaisir de te recevoir. Donc, magicien illusionniste. C'est quoi la différence entre magicien et illusionniste, d'abord? En fait, c'est beaucoup de termes. Je dirais que le mot magicien englobe différentes facettes dans le monde de la magie, des gens qui se spécialisent plus dans des plus petits numéros, des gros numéros, des jouer avec la pensée des gens. Donc, il y a différents... Tu te rappelles-tu nos cours de mathématiques qu'on avait comme le gros ensemble et les sous-ensembles? Oui. C'est à peu près ça. Là. Donc, le magicien serait le E, l'ensemble, et les petits éléments autour de ça. Et il y a des gens qui font de tout. D'accord. Comme moi, je fais sur scène, je touche un petit peu à tout. Et même la magie humour serait une bulle là-dedans, là, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors, la raison pour laquelle tu es là, Alain, outre l'immense plaisir que c'est à chaque fois qu'on te reçoit, à chaque fois qu'on se voit, Gentil. outre ça, c'est qu'il y a une nouvelle qui est sortie dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui m'a fait un peu capoter. Donc, on apprend, sans nommer de nom, on fera pas ce jeu-là aujourd'hui, qu'il y a un autre magicien qui t'aurait volé un numéro. Alors, il faut que tu nous expliques comment ça fonctionne dans le milieu de la magie. Ben, j'en parlais tout à l'heure avec Benoît Dutrisac. On est tous les deux auteurs de livres, Benoît et moi, et si quelqu'un plagie une partie de notre texte, ben on a des recours. En magie, comment ça fonctionne? Le monde de la magie est très particulier. Je vais le mettre en deux catégories. Une catégorie de magiciens qui jouent dans les théâtres et qui vendent du billet. Et plus le côté où on fait des spectacles, mais dans des événements privés, des congrès, des corpos, des festivals, des trucs comme ça. Donc, je le mets dans ces deux catégories-là. Et moi, je me situe un peu dans les deux. Oui. Mais c'est sûr que mon matériel qui sert dans des shows où je vends du billet, ben je souhaite que ce matériel-là ne soit pas repris par d'autres magiciens. Maintenant, dans la magie, il y a des bouquins, il y a des livres, on peut apprendre. Moi, je suis très autodidacte à la base. Ça existe depuis toujours, des numéros qui vont nous inspirer. Moi, j'ai publié des livres, des bouquins pour des magiciens où je partage des créations que je décide que j'utiliserai plus ou moins dans le futur et que ça ne me dérange pas. C'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Je te suis. Tout est bien fait à ce moment-là. Et bon, moi, j'ai des numéros qui ont été repris par des magiciens amateurs. On me le disait carrément, puis je disais, qu'est-ce que je peux faire? Mais il y a d'autres numéros qui ont été repris par des magiciens professionnels. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là qui est un petit peu... je me rappelle, je jouais en France, puis il y avait un autre magicien qui vendait du billet avec un de mes numéros, puis qui était dans la même ville. Alors, j'étais obligé de faire des démarches. Mais il n'y a pas de droit d'auteur dans la magie. Ça, c'est ce que j'ai de la difficulté à comprendre. Parce qu'on se rappellera, par exemple, dans un tout autre domaine, on se souviendra, il y a quelques années de ça, il y avait une chef au Québec qui était très fâchée parce qu'elle disait qu'on lui avait volé sa recette. Je me souviens plus, c'était du pudding à l'érable ou je sais pas trop quoi. Bref, elle avait inventé une recette, c'était qu'elle mettait du sirop d'érable dans un plat qu'il n'y en avait pas. Je me souviens plus trop les détails, mais en gros, c'était ça. Puis tout le monde capotait en disant, ben voyons, ça existe pas les droits d'auteur sur les recettes. Ben oui, ça existe. Si tu publies un livre puis que quelqu'un reprend ta recette vraiment à la lettre. Oui, mais là, t'es dans un droit d'auteur de bouquin, là. Tu sais, oui. Si quelqu'un reprend la recette du colonel Sanders puis vend du poulet, qu'est-ce que tu penses qui va arriver?
Tu sais, on est où à ce niveau-là? En humour, en chanson, en théâtre, je pense qu'il y a une certaine logique d'avoir des droits à la cuisine. Bah. Et souvent... Oui, mais même l'humour, par exemple, justement, les gens ont fait grand cas du fait que Gad Elmaleh avait, puis on l'avait vu, là, ça avait été documenté, puis tu fais une comparaison entre une blague de, mettons, Martin Petit et repris par Gad Elmaleh, puis ça ressemblait dans tabarnouche, là, les bottes de ski, puis tout ça. Puis Allégari aussi a été un humoriste qui a été très repris en France. Encore une fois, l'humour, la chanson, le théâtre. En France, moi, je pouvais déposer des numéros à la SACEM. Voilà, à la SACEM, il faut l'expliquer, c'est la société qui gère justement les droits d'auteur. Donc, quand tu écris une chanson, tu déposes les droits de la parole, la musique à la SACEM. Alors, moi, j'ai déposé mon spectacle, mes spectacles. J'ai déposé, à toutes les fois que j'avais une apparition télé, je créais un numéro, je déposais texte, et explication du numéro, et souvent certaines images. Donc ça, c'était protégé. C'était comme une certaine sécurité. Mais en magie, il y a une éthique. Moi, j'ai vendu des numéros à des grands magiciens. Et souvent, des magiciens m'ont appelé pour savoir est-ce que je pourrais faire tel numéro dans telle situation. Cette situation-là, donc on passe ce matin, dont je suis bien surpris parce que j'ai à peine effleuré le sujet, on a réglé le problème. Ouais. On s'est parlé, puis tout est beau. Là, peut-être que c'est une idée que moi, j'ai créée il y a longtemps, puis peut-être cette idée-là a été reprise, puis qu'à un moment donné, dans l'univers, deux idées se rencontrent. Je sais pas, tout est excusable. Mais bon, alors on a réglé le problème. Sauf qu'en magie, malheureusement, toi, Sophie, demain matin, tu t'en vas dans un magasin de magie où on vend des accessoires de magie, tu dépenses 1000$, tu pratiques ce soir, tu te fais faire une carte d'affaires, et voilà. C'est ça, c'est que c'est pas protégé, c'est pas encadré. Pas du oui, tout. Cybèle. J'avais une question, je me demandais, est-ce que c'est au niveau de la scénarisation? Vous allez dire que le numéro est volé ou c'est au niveau de l'exécution? De la technicalité, de vraiment, vous avez inventé une manière de faire un tour et là, la personne la copie. C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qui est copié? En fait, c'est les deux. Moi, j'ai vendu des numéros intégrales avec présentation, musique, texte, technique. Puis c'est payant, parce que je me souviens, c'est arrivé à quelques reprises. Ben oui. Mais souvent, c'est plus des échanges de services. D'accord. OK, comme... Donc, gratte mon dos, je vais te le gratter. Donc, c'est ça. fais ça pour moi, puis moi, je vais faire autre chose pour toi. Dans le cas, j'en ai parlé souvent, là, la dispersion des 12 que j'ai vendu, c'est évidemment, moi, je pensais avoir gagné à la loterie, mais c'est pas ça qui s'est donné. Mais j'ai eu quelque chose en retour qui m'a permis d'aller chercher de nouveaux contrats. Donc, c'était plus une négociation d'affaires, puis un petit peu de vision au travers de ça. Mais on est dans le problème. Souvent, ça va être... Je me rappelle, dans mon premier show, en 1993, il y avait un numéro où ma partenaire montait sur une table, j'étais à côté d'elle, elle avait un tissu sur les épaules, elle le lançait dans les airs, le tissu retombait, j'attrapais le rideau, le drap, le tissu, et elle était plus là. La technique d'attraper le drap était une création. Alors moi, j'ai appelé la personne qui a créé ce mouvement-là pour négocier, d'avoir les droits. Alors, nous, on a toujours joué le plus clean possible. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as prononcé le mot il y a quelques instants, et selon moi, c'est un mot qui est crucial. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la loi, puis là, tu peux engager des avocats, puis tout ça. Mais il y a autre chose que tu as mentionné plus tôt, qui est l'éthique. Donc, il y a des gens qui sont corrects, il y a des gens qui sont peut-être moins corrects, parce qu'après... Juste, ça coûte rien d'appeler la personne puis de demander est-ce que je peux puis de s'entendre puis tout ça. Bien sûr. C'est peut-être là que toi t'as été. Puis moi si le numéro je le fais plus puis tu as envie de le faire, bon partage-moi ce que tu vas faire avec. Puis dans plusieurs cas, j'ai dit oui, tu sais, profite-en là. Puis il y en a d'autres cas, je te dis achète mon livre. c'est très bon. dedans. Mais moi, ça me fait capoter de savoir qu'un geste
pour rattraper un morceau de tissu qui aurait un copyright là-dessus. Ben, il y a une logique, parce que dans attraper ce tissu-là, il y a quelque chose de physique qui se passe, qui lui a eu l'idée de la création, que ça va donner ça, et je respecte. Dans la magie, on sous-estime beaucoup la magie, Sophie. Oui. Il y a une finesse, tu sais, souvent parce qu'on va associer magicien à fête d'enfants, dans les écoles, mais il y a des moi, je vais dans des congrès, je rencontre des créateurs et c'est des gens extrêmement brillants, extrêmement créatifs, qui sont capables de voir à l'avance comment vous allez réagir et en fonction de ça, ils vont créer un effet. Tu sais. Puis il y a énormément de psychologie dans la magie. De A à Z. Quel pourcentage de psychologie? Dans mon cas, moi, la moitié. La moitié, et même plus. Parce qu'il faut que quand tu crées un numéro, il faut que tu te dises comment les gens vont le recevoir et comment je m'arrange pour qu'ils ne voient pas ce que je ne veux pas qu'ils voient et que je vois ce que je veux qu'ils voient. Bon, si les gens ont compris, j'espère. mais Sophie, non, mais c'est le bon vieux principe de la magie, c'est pas regarder ce qui se passe à droite pendant que je vous vole votre portefeuille à gauche. Ce n'est pas que ça. Ben non, je sais, je te taquine. Mais en partie, moi aussi. Oui. Mais il y a aussi dans la gestion de l'être humain. Oui. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup monter du monde sur la scène. Je vais dans le public et j'essaie de voir rapidement jusqu'où je peux aller avec telle personne, ce qui va me permettre d'interagir avec elle puis de l'amener un petit peu dans mon univers au niveau qu'elle peut. Là, alors ça se fait rapidement, puis c'est au fil des ans. Ça fait 35 ans que je fais de la scène, puis que je suis toujours sur une scène, puis je deal avec des gens. Alors ça aussi, la psychologie interactive est très, très importante. Je comprends. Seul à seul, totalement. Mais ça m'a toujours fasciné parce que, bon, t'es en spectacle, hein, c'est important de le dire, ce week-end, le 3 et le 4 mai à l'Espace Saint-Denis à Montréal, puis il y a plein d'autres dates. Les gens iront voir à alainchoquette.ca. Justement, tu viens de le dire, tu vas souvent chercher des gens dans la salle, tu les fais monter sur scène. Comment tu les choisis? Comment tu sais que cette personne-là, ce monsieur-là, cette dame-là, vont être des bons... Ils vont performer, ils vont te donner du jeu, ils vont te donner... Ça va être un invité payant sur scène. C'est super facile. C'est très simple. Dès que je dis que je vais aller chercher des gens, parmi vous, je vais mettre une musique entraînante et je vais les faire applaudir. OK? Et tout de suite, de voir comment les gens applaudissent, comment ils bougent, t'es capable de voir, OK, ces gens-là, ils ont le goût, ils ont envie. Si quelqu'un est passif... Tu sais, si je mets une chanson, Sophie, puis t'es là... Puis tu suis la musique. Donc, c'est le langage corporel. Exactement. Très, très facile et ça se choisit comme ça. Mais, et souvent, et lorsque je les amène sur scène, c'est à moi à gratter pour aller chercher du jus dans le questionnement de ce qu'ils font dans la vie, ils sont accompagnés de qui. Quand c'est des jeunes enfants, c'est des bijoux parce que je les fais parler, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est qui leur magicien préféré, c'est jamais moi. alors, c'est très drôle. Alors, c'est des situations qui sont c'est cool à faire, là, tu sais, puis moi, ce show-là, c'est ma 12e production. Et ta 12e production? Je suis vieux, Sophie. Arrête de dire ça. Je suis sûr qu'on a le même âge. Oui, bien sûr. Ouais. Et peut-être l'âge de ton chum, par contre. Mais là, t'es vieux. Je suis d'accord avec toi, t'es très vieux. et pour moi, là, c'est mon meilleur show. C'est le show avec lequel j'ai le plus de plaisir, c'est le show où il y a le plus d'émotions. C'est un petit peu, je raconte mon parcours avec des clips, des anecdotes. Je parle d'ad-lib, donc je vais repasser des petits clips d'ad-lib de Jean-Pierre, des affaires qui sont arrivées. Jean-Pierre Coallier, oui, qui a été vraiment ton mentor. C'est lui qui t'a donné ta première chance. Pas juste à moi, là. Mais oui, à plein de monde. À plein de gens. Et je fais revivre ad-lib à des gens. Donc, bon, on passe de ça, on parle du premier show, du forum, après ça, les États-Unis, Las Vegas, mon premier spécial télé aux États-Unis, après ça, la France, l'Europe, la Suisse, la Belgique, et finalement, Montréal. C'est absolument fabuleux. Je le disais à Hugo, avant qu'on rentre en ondes, dans le merveilleux monde du show business québécois, il y a des faux gentils, des vrais gentils, et toi, t'es un vrai gentil, Alain. J'apprécie toujours un plaisir. Alain Choquette, donc 3 et 4 mai à l'Espace Saint-Denis. Puis pour le reste de la tournée... alainchoquette.ca. Puis tu sais quoi, Sophie? Belle sortie en famille. Oui. Tu sais, parce que des shows en famille, il y en a pas. Je parle beaucoup, hein? Oui. Mais je profite du maximum. Des shows en famille, il n'y en a pas tant.
Tu sais, toi, là, avec T'as tes raison. petits mousses, tu vas aller voir un show, là, un show de cirque Moi, peut-être. c'est un grand mousse, il est 17 ans la dernière fois, je l'ai vu, il était oui. tout petit. Ben oui. Ça grandit, ces affaires-là. Magie. C'est ça, c'est de la magie. Merci Au plaisir. beaucoup, Alain. Merci. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais atteinte à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. On a tous des chouchous dans différents domaines. Quand moi, j'ai besoin de conseils en immobilier, en général, je me tourne vers la page Facebook de Yannick Parent, qui est courtier immobilier. Bonjour, Yannick. Salut, comment ça va, Sophie? Mais je trouve, moi, ça va très bien, puis je trouve ça important de te suivre sur les médias sociaux parce que, très souvent, tu nous présentes évidemment des propriétés que tu vends ou que tu achètes, etc. Mais souvent, tu nous donnes des conseils ou tu partages des témoignages avec nous. Et là, cette semaine, tu nous as raconté sur les médias sociaux une histoire assez particulière de gens plus âgés qui ont eu des problèmes avec leur piscine. Donc, raconte-nous ça parce que ça me fait capoter. Ben oui, je travaille avec ma femme Mélanie, tu sais, on vend une propriété là, sur la rive sud de Montréal, une ville que je nommerai pas volontairement pour pas mettre de pression davantage sur les clients vendeurs de ce contexte-là. En fait, on vend leur propriété et toutes les conditions de la promesse d'achat, Sophie, sont réalisées, sauf le fait de passer chez le notaire. Et entre les deux, survient de la municipalité 2 avis de non-conformité. On l'a pas vu venir, pour une piscine hors terre qui a à peu près une vingtaine d'années, qui est installée à l'arrière du terrain, tout ce qu'il y a de plus commun, une piscine 21 pieds. La particularité, c'est que le terrain en question est quand même très petit, la piscine est très grande, puis elle est très proche des haies. Alors là, dans cet avis de non-conformité-là, il y a une kyrielle de règlements qui sont énumérés par la municipalité en question. Là, tu sais, une barrière qui ferme toute seule, une hauteur de clôture et tout ça. Et là, on vient dire aux vendeurs qui ont au-dessus de 70 ans, on s'imagine aussi dans le contexte, eux autres, ça les stresse énormément. Ben oui. Peur de perdre leur vente. Il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. Et là, ces gens-là appellent à la ville. Ils disent, écoutez, là, on a reçu les 2 avis de non-conformité avec l'ensemble des règlements, mais pouvez-vous nous dire précisément qu'est-ce qu'on doit faire pour corriger la situation? Et là, ça semble pas être clair de leur côté. Vous avez une haie qui est trop proche de la piscine. Pourtant, il faut clôturer. Là, la clôture peut pas rentrer entre la piscine et la haie. Fait que tout ça pour dire qu'ils comprennent absolument rien. Ils nous appellent, Mélanie et moi, ils nous disent, écoute, Yannick, peux-tu nous aider? Peux-tu vérifier avec la ville ce qu'ils veulent exactement? Peux-tu faire la traduction du langage bureaucratique? Parce que c'est vraiment ça, là. Exactement. C'est que on a l'impression qu'ils parlent d'une espèce de baragouinage de, tu sais, déjà avis de non-conformité. Je veux dire, c'est déjà... Bon. Alors, donc, toi, t'interviens. J'interviens. T'appelles à la ville, qu'on nommera pas. Ouais. Et qu'est-ce que tu te fais répondre? Alors là, je capotais ma vie. Alors moi, je leur dis, écoutez, ces gens-là, ils ont bien reçu votre avis, il y a plein de règlements, mais ils savent pas quoi faire exactement. Pouvez-vous à moi et à eux en copie, parce que c'est eux les vendeurs de la propriété, leur expliquer à quoi vous attendez, ne serait-ce qu'avec un petit croquis de ce qu'ils doivent faire. Et là, moi, je me fais répondre, ben, Monsieur Parent, on fera pas ça. C'est sûr qu'on fera pas ça, parce que si on fait ça, puis en bout de ligne, on vous explique ou on explique aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire précisément, puis ils le font pas comme ils devraient le faire, bien à ce moment-là, on va être imputable. Et ça pourrait être à ce moment-là, ça pourrait porter interprétation. Et là, je l'ai dit. C'est fou. C'est une histoire folle. Je l'ai dit calmement sur mes réseaux sociaux, mais moi, de leur répondre, de leur dire, écoutez, vous avez la capacité, vous avez émis des avis de non-conformité, qui d'autre que vous peut expliquer quelle est la solution. Si vous ne l'expliquez pas à ces gens-là qui comprennent rien, puis qui ont 70 ans, puis qui sont stressés, à qui d'autres vont pouvoir... Qui va pouvoir expliquer exactement qu'est-ce qui se passe avec ça? Mais j'ouvre une parenthèse ici, Yannick, parce que moi, j'ai le plus grand respect pour les gens qui sont des fonctionnaires, qui travaillent pour une municipalité, puis tout ça. Mais il doit y avoir une cohérence et il doit y avoir une logique. Si, comme fonctionnaire, tu envoies à un de tes concitoyens un avis de non-conformité, il faut en parallèle que tu dises, voici ce que vous avez fait de pas correct et voici précisément la façon de le corriger. Voilà. Si tu fais l'un, mais tu fais pas l'autre, ça s'appelle la maison des fous d'Astérix. Écoute bien la réponse qui suit, puis tu as parfaitement raison. Puis moi, ça me dépasse encore aujourd'hui. Puis en passant, j'ai reçu... une panoplie de commentaires sur mes réseaux sociaux. Des gens qui te racontaient des histoires qui, eux, leur étaient arrivées par rapport aux piscines. Ouais. Aux piscines et autre chose. Là. Et des trucs de bureaucrates. Des trucs de bureaucratie. Puis tu sais, je dénigre pas moi non plus. J'ai plus grand respect pour les gens qui font ce travail-là. Puis bien sûr que ça prend des règles dans une ville. Bien sûr que ça prend des règlements. Moi, j'en suis pas là-dessus, ni sur la question de la protection des piscines. C'est nécessaire. C'est tout à fait légitime. Ben oui, puis on veut pas qu'il y ait des enfants qui tombent dans une piscine et qui se noient.
tout le monde, ça part d'une bonne intention, mais soyez rigoureux puis soyez clair. Alors, soyez clair. Continue avec l'anecdote. Alors, moi, à ce moment-là, je me fais répondre, on peut pas se commettre sur les explications qu'on peut faire. Ouais. Je dis, OK, mais dans ce cas-là, qui va le faire? Personne. Puis en passant, monsieur parent, on peut pas vraiment vous parler à vous parce que vous n'êtes pas le propriétaire de cette maison-là. Mais je dis, écoutez, monsieur, si vous parlez pas au propriétaire, si vous parlez pas au courtier, à qui vous allez parler pour expliquer? Alors, ils me disent, écoutez, ce qu'il faut faire, à ce moment-là, les vendeurs peuvent apporter les correctifs qu'ils pensent judicieux par rapport au règlement qu'on leur a envoyé. Et après ça, ils nous rappelleront pour voir si effectivement ils ont fait les bonnes choses. Mais j'ai dit ça, monsieur, c'est une boîte à surprise totale. C'est comme dire, écoutez, investissez parce que ça coûte cher les clôtures, Sophie. Oui. Ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars des clôtures. Sûr. Ça va très vite là-dedans. Alors là, on fait C'est comme fonctionner à l'aveugle. Tu sais, c'est comme, OK, je vais mettre ça, mais je sais pas si c'est conforme. Il y a quelqu'un ici. Oui, vas-y. Non, mais désolé, mais j'allais dire, il y a quelqu'un ici qui propose, est-ce qu'un entrepreneur ou un architecte pourrait être une ressource pour ça? Mais là, ça veut-tu vraiment dire qu'il faut aller chercher un expert qui va venir décortiquer un jargon? Mais tu dis quoi, l'architecte? Mais je fais lire les critères, puis tu dis, toi, tu me ferais quoi comme plan? Qu'est-ce que tu comprends de ça? Est-ce que c'est une avenue que tu as vue pour toi? C'est un très bon point. Ce qu'on a fait venir, nous, on n'a pas fait venir un architecte, on a fait venir un expert en clôture. Et moi, je me suis présenté ce matin-là. Un expert en installation de clôture de piscine. J'adore cette histoire. Je peux vous dire que ces gens-là, présentement, sont très, très occupés. Puis moi, je présume qu'il y a plus d'inspecteurs dans les villes présentement pour faire respecter la réglementation parce qu'en 2025, elle est en vigueur, cette réglementation-là. Alors même le pauvre gars de piscine, lui, il arrive puis il regarde ça puis il dit, écoute, comment je vais faire ça? La piscine est collée dans la haie, l'autre côté n'a pas d'espace. Fait que là, on est tous là avec le propriétaire. Je rappelle qu'il y a plus de 70 ans. Alors ça pourrait probablement être la solution. Probablement. Et là, le probablement coûtait, au bas mot, c'était environ 9 000 $ de clôture. Tu vas pas te tromper. Sans savoir si au final, ça allait être correct. Alors, raconte comment ça s'est terminé. La finalité de ça, il y avait des acheteurs. Évidemment, notre rôle, nous, les courtiers, c'est transparence, honnêteté. C'est les informer, évidemment, qu'on avait reçu, le vendeur avait reçu 2 avis de non-conformité. Alors, la solution, là, c'était une compensation monétaire de plusieurs milliers de dollars parce que les acheteurs ont ramassé le bébé avec l'eau du bain, en fait, la piscine avec le problème. Et la solution concrète pour ce cas-là précis, il va falloir, si on veut maintenir une piscine sur ce terrain-là légal, il va falloir retirer la piscine actuelle, en mettre une plus petite et là, à ce moment-là, être en mesure de la sécuriser convenablement. Et les vendeurs avaient proposé une panoplie de solutions. Là, moi, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, voulez-vous qu'on la mette dans une bulle de verre, la piscine, pour la protéger? Parce que ça faisait plus de sens. On cochait pas les petites cases qu'il faut cocher. Et je mets pas tout le monde dans le même paquet. Je sais que ça se passe probablement pas comme ça dans toutes les villes, mais il y a une question aussi, dans ce cas-là précis, d'inexpérience. Il y a des gens qui sont là, des fois, qui sont, entre autres, la personne qui était là, c'est quelqu'un... Qui manquait d'expérience. Moi, je pense que oui, qui avait peur de se commettre. Et quand cette personne-là allait vérifier auprès de son patron quoi répondre, son patron lui disait clairement, je présume, ne te commets pas, ne prends pas de chance, après ça, tu pourrais être imputable. Ça, c'est pas acceptable. C'est ces gens-là qui doivent guider les citoyens qui reçoivent des avis de non-conformité. Puis, tu sais, ma conjointe, dans un autre contexte, a parlé à quelqu'un, la municipalité en question, ça, c'est incroyable, cet exemple-là, exigeait un lac naturel là, sur son terrain de 200 par 60 pieds, là, que ce lac-là soit clôturé. Alors, moi, à un moment donné, je me suis posé la question, tout ça, tu sais, où on arrête ça? Est-ce qu'on va commencer à clôturer les rivières, les lacs partout? Le fleuve Saint-Laurent? Tu sais, à un moment donné, il y a une question de jugement. Moi, ce que je mets en cause dans ce cas-là précis, c'est le jugement et la façon de traiter ça. Puis ces gens-là ont vécu je parle des vendeurs et les acheteurs aussi par la bande, ont vécu 3 semaines de stress incroyable. Intense. Et je suis très contente que tu sois là, Yannick, parce que je disais tout à l'heure, j'ai le plus grand respect pour les gens qui sont fonctionnaires, bureaucrates, qui travaillent pour différentes administrations, mais j'ai aussi de la même façon, énormément de respect pour le métier de courtier immobilier. Et j'essaye d'imaginer si tes clients, par exemple, avaient décidé de vendre par eux-mêmes. Je dis pas de mal de du proprio ou de ce genre mais imagine quelqu'un qui a décidé de prendre ça pour lui-même, sans connaître les règlements, sans connaître les bons, et qui se retrouve dépourvu et qui n'a pas l'intermédiaire fabuleux qui est un courtier. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment un plaidoyer pour dire, regarde, ça vous prend un courtier pour vous aider avec ces démarches-là. Là. C'est sûr que sans prendre mon cas, sans prendre mon cas précis, moi, je dis aux gens, le plus-value, c'est pas juste de compléter des documents quand on est courtier immobilier, c'est de conseiller les gens, de les aider, d'être au front aussi. C'est notre job d'appeler aux villes. C'est notre job aussi de vérifier avec ces gens-là qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Puis des fois, on se heurte bien souvent à des barrières, mais le plus-value d'un courtier... Des barrières ou des clôtures? Des clôtures. Hey, bon point, merci. J'ai eu la répartie, pas moi. Ben oui. Puis tu sais, c'est drôle parce que moi, je dis souvent à mes clients, la
pression que vous vivez, mon rôle à moi comme courtier, mettez-la sur mes épaules, cette pression-là. Voilà. C'est à moi qu'elle revient. Sinon, on fait ça par nous-mêmes. T'sais. C'est pour ça que c'est fabuleux d'avoir un courtier. Tu peux prendre tous tes troubles et... Prends ça. Alors, juste rapidement, il y a quelqu'un qui nous écrit et je vous remercie. Ben tiens, veux-tu, Cybèle, Ben oui, je partager vais vous avec lire, nous? absolument. Salut Sophie, moi je passe en ce moment, j'ai le même problème avec ma piscine, c'est du n'importe quoi. La meilleure solution, mais ça va être de me départir de ma piscine qui est semi-creusée. Il sacre et dit maudit de gouvernement et municipalité. Mais ça fait 2-3 commentaires comme ça qu'on reçoit. Les gens disent « Hey, moi, rendu là, pour vrai, je vais l'enlever, ma piscine. » Ouais. Ce que je veux lancer, si tu me permets, Sophie, ce que je veux lancer comme message aux gens aujourd'hui qui sont en transaction. On est dans une période charnière actuellement. Le règlement qui traînait depuis plusieurs années est en vigueur maintenant. Si vous êtes en train de vendre votre maison. votre maison, puis il y a une piscine hors terre qui est creusée, non sécurisée, parlez aux gens autour de vous, à votre courtier immobilier, avant de conclure dans la transaction. Entendez-vous sur des clauses spécifiques avec vos acheteurs pour être sûr que vous n'avez pas cette problématique-là, parce que je te le dis, là, ça va revenir présentement. On va en voir plein de cas comme ça. Là. C'est pour ça que c'était important que tu viennes nous raconter ces histoires-là absolument hallucinantes qui te sont arrivées à toi, Yannick Parent, et à Mélanie Bergeron, qu'on salue. D'ailleurs, on envoie des gros bisous à Mélanie. Merci à toi de t'être déplacée. Et c'est ça. Prenez un courtier. Comme ça, vous pouvez dégager tous vos problèmes. Merci beaucoup, Yannick. Merci, Sophie. Merci. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Elle est en train de s'installer. Je suis là. Caroline G. Murphy. Est-ce que c'est important de dire le G dans Caroline Murphy? C'est important. Oui, c'est important. Pour mon père. Ah, d'accord. Oui, parfait. On salue papa. On le salue. Donc, Caroline G. Murphy, tu es chef de contenu pour le sac de chips. Moi, j'adore mes collègues. C'est important de dire à tout le monde maintenant, on est tous, tout le monde dans la grande famille de Québécois, on est tous dans les mêmes bureaux. Donc, depuis plusieurs semaines, je côtoie. Donc, je peux mettre un visage vraiment sur les gens qui font sac de chips et ton visage est particulièrement sympathique. Merci. Donc, on s'est dit, tous les jeudis, on va faire comme un bilan de la semaine. Voilà. Et j'adore parce que tout à l'heure, Cybèle a utilisé le mot croustiller. On va croustiller. Aimes-tu ça? Croustiller? Ben oui, sac de Un chips. néologisme. j'haïs pas ça. Oui. J'haïs pas ça. Je vais trouver mieux. On, dans le défunt sac de chips, là, je vous entendais dire qu'on avait commencé dans le Journal de Montréal. Oui. C'était un onglet jadis et on avait la section croustillant. Oui, c'est ça. Puis maintenant, donc. vous volez de vos propres ailes, mais comme on fait partie de la même famille, on aime ça partager des fois la table familiale. Oui. Donc, une première non-nouvelle. Qu'est-ce que c'est ça, une non-nouvelle? Ben c'est ça. J'ai décidé de commencer par ça. Ça fait sport. En fait, une non-nouvelle, c'est quand en fait il s'est rien passé. Finalement, il s'est rien passé. Là, ce qui est arrivé dans ce cas-ci, c'est que Marc-André Grondin, acteur qu'on adore, a nié avoir déjà fréquenté Chantal Maccabé, vice-présidente aux communications. Mais pourquoi donc aurait-il été obligé de dire non, ça s'est pas passé? Parce qu'on sait qu'il est maintenant en couple avec Sarah-Jeanne Labrosse. En tout cas, plusieurs années. La dernière fois, puis il me semble-t-il même qu'elle est enceinte de son il a troisième annoncé, enfant. oui, exact. Voilà. Ben vous êtes tombé au courant. Ben là, on Vous lit mangez ça des de chips. Non, mais ça, c'est une nouvelle quand même. Effectivement, Oui, ça, c'est une nouvelle. Troisième enfant avec Sarah-Jeanne Labrosse, 4 en tout. Donc, parce qu'il y a un enfant, il y avait une fille aussi d'une précédente union, Je me rappelle pas de ça. Oui, donc il a fait un post là, disant qu'il se magasinait une fourgonnette. D'accord. Mais revenons donc. Alors, ce qui est arrivé, c'est pourquoi je dis non nouvelle, ben c'est parce qu'évidemment, il n'a jamais sorti avec Chantal Maccabé. Tout ça s'est passé dans l'émission de Pierre-Luc Funk, On ramassera demain, à Télé-Québec. Et là, c'était quand même rigolo, usant de ChatGPT. Il a demandé à Marc-André Grondin, d'après toi, si on demande à ChatGPT, quelle question es-tu le plus tanné d'entendre? D'après toi, qu'est-ce que ChatGPT va nous dire? Et il n'avait pas du tout prévu cette question. On peut d'ailleurs écouter un extrait. Le plus surprenant, la rumeur de sa relation avec Chantal Maccabé. C'est bon, ça. ChatGPT. C'est-tu vrai? Ben, Quoi? Parce que... Quoi? Je devais avoir genre 25 ans, je sais pas trop. Puis dans la même semaine, il y a 2 personnes qui m'ont dit qu'ils avaient entendu une rumeur que je datais Chantal Maccabé. Puis je trouvais ça tellement random, j'étais comme... Fait que t'as jamais pu y parler de ça?
Non. Vous avez jamais débriefé ensemble? Elle m'a jamais écrit de me dire genre, ah, moi aussi j'avais entendu parler de ça. Non, ouais. C'est très drôle parce que j'étais en contact la semaine dernière avec Chantal Maccabé parce que très gentiment, elle a pris notre affiche de Demidov et elle l'a fait signer par Demidov. On a ramassé 5 500 $ pour Procure. Ben, j'aurais dû lui demander si c'était vrai qu'elle n'était pas vraie, que c'était faux, qu'elle avait jamais été finalement, elle aurait pu infirmer ou confirmer la non-nouvelle qui est pas une nouvelle. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Mais là, je suis partie un petit peu partout là, avec cette nouvelle-là. On aime ça. Ben, c'est parce que là, je me suis dit que c'est d'où ça vient. Oui. Bon, là, tout ce que j'ai trouvé, c'est que Marc-André Grondin est un grand fan de hockey. Ça, c'est connu. Mais ça suffit pour... Ben là, je me suis dit, c'est peut-être suffisant. Tu sais, là, le showbiz, des fois, ça part. Mais je suis allée vérifier la page Wikipédia de Chantal. Et au Québec, je sais pas si vous savez, mais on a quand même un problème de page Wikipédia. C'est pas assez documenté. D'ailleurs... écoute, tu sais que je n'ai pas de page Wikipédia. Je m'en allais là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? T'es sérieuse? J'ai googlé. Je t'ai malheureusement trouvé dans la page de Richard. Ça mentionnait conjointe de... Ben, ça disait pas Madame Martineau, mais on n'était pas loin. Tout juste. Et là, je me suis dit, le lien va être cliquable. Non. Sophie Durocher, ça mène nulle part. Je n'existe pas. Alors, je vous raconte à tous une petite anecdote. À la maison, on a une patente, là. Ça s'appelle le Google Home. Ah oui, OK. Bon, enfin, bref. Puis là, on lui parle. Puis là, on fait des soupers à la maison. Puis là, mais tu sais, on reçoit Mathieu Bock-Côté, tu sais. La première fois que Mathieu est venu manger à la maison, on a dit, OK, Google, qui est Mathieu Bock-Côté? Fait que là, on a la petite voix, comprends-tu? C'est un polémiste québécois, blablabla, qui fait carrière en France et tout. Puis là, on reçoit, je sais pas, nomme-les. Ils sont tous venus manger chez nous. Alors, à chaque fois, ça donne ça. Et moi, je m'amuse à chaque fois. Je dis, qui est Sophie Durocher? Et là, Google Home répond, il n'y a pas d'entrée. Nous ne savons pas qui est Sophie Durocher. Moi, je suis là, hey, c'est moi qui paye ta vie. Ton existence est due à moi et je n'existe pas. Tu pourrais lui apprendre. Voilà, je pourrais lui apprendre qui je suis, mais pour faire ça, il faudrait que je fasse moi-même une entrée Wikipédia à mon nom. Mais on je ne peut suis narcissique, mais pas à ce point-là. Et on ne peut pas officiellement, selon les règles de Wikipédia. Non, ce n'est pas éthique. J'en apprends tous les jours. Oui, il faut le faire soi-même. D'ailleurs, c'est pas éthique. Ce n'est pas éthique. Ce n'est pas éthique. Ça pourrait être pas éthique, ça pourrait par être exemple. Poétique. Mais d'ailleurs, Hélène Boudreau, vous avez reçu ici la fille de Je l'UQAM. sais pas de qui tu parles. La fille de l'UQAM non, mais c'est parce qu'il y avait eu une mini controverse parce qu'elle voulait payer quelqu'un. Elle, je pense qu'elle savait pas au départ pour faire sa page parce qu'elle n'existait pas. Et là, ben, elle s'est fait dire on refuse ça, on ne peut pas. Ben là, je sais pas où on en est avec ça, mais donc on ne peut pas. On est obligé de faire notre propre page. On ne peut pas faire sa propre page. Non, tu peux pas faire ta propre page. Mais c'était quoi le problème avec le fait qu'elle voulait faire payer quelqu'un? Mais t'as pas le droit de payer quelqu'un non plus. Voilà. C'est comme le faire soi-même. Il faut que quelqu'un veuille parler de toi. Voilà. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, Wikipédia, c'est important de rappeler parce que c'est wiki, donc Internet, mais c'est pédia, c'est une encyclopédie populaire. C'est ça. Donc, c'est aussi que n'importe qui peut rajouter de l'information. D'ailleurs, petite anecdote qui se retrouvera peut-être dans le sac de chips, mais Wikipédia a déjà annoncé la mort de Richard. Oh. Supposément que Richard était mort d'un accident de la route ou je sais pas trop quoi. Mm-hmm. Et donc, sur Wikipédia, c'était marqué Richard Martineau né en telle année et mort en, je sais pas, en 2020. Ouais. C'est peut-être 2012 pendant le conflit étudiant. C'est ce que j'allais dire. Donc, parce qu'il plein peut de gens avoir peuvent aller mettre plein d'informations de schnout sur Wikipédia. Tout à fait. Puis, normalement, par exemple, c'est corrigé assez rapidement là, parce que tout le monde, le monde entier travaille là-dessus, là, si on veut. Là. Ouais. Fait que, bref. On peut influencer. Hey, passons au deuxième sujet. Ben oui, parce que là, sinon, on n'aura pas le temps. Sinon, on va parler de vibromasseur. Caroline Néron qui vend des vibromasseurs. Ça, c'est un de mes sujets chez préférés. Jean Coutu. Est-ce que c'est moi qui fais la blague ou toi qui fais la blague? Je t'en laisse. On trouve de tout. Même un ami. Même un ami, on l'a mis partout. Oh là là, c'est un gros ami, alors, par contre. Il est équipé pour veiller tard. Il y en a deux. Alors, on trouve le vibromasseur à notre gauche, là, ouais. Donc, pour le plaisir féminin. Décris-le, parce qu'on est à la radio aussi. Ah, c'est vrai, mon Dieu. Alors, je suis contente d'avoir cette tâche. Oui. Donc, ça ressemble à comme un dildo. Hein? On va y aller. Ça ressemble à un immense pénis avec une excroissance sur le côté. Avec une excroissance, voilà, pour la stimulation externe, là, si on veut. Donc, il y a... Voilà. Et c'est gros, c'est gris. Moi, j'ai appelé ça Millennium Grey. C'est gros, c'est gris. Gros, c'est gris. Non, mais je trouve que ça avait l'air presque d'un bibelot. Tu sais, dans la maison de Marilou. Tu sais, ça pourrait être beau. Et puis, à droite, il y avait... Il faudrait que ce soit blanc dans la maison de Marilou. Oui, c'est ça, mais c'est gris pâle. Et l'autre, c'est pour le plaisir masculin. Donc, c'est un mais est-ce qu'on peut le revoir? Parce que je vois pas qu'est-ce que ça fait. Tu te rentres le zoin-zoin dedans? Tu te rentres le zoin-zoin et tu le bouges toi-même. Ce n'est pas motorisé, là. Oh. Qu'est-ce qu'on entend? Ah, c'est du Barry White. C'est bon. C'est de la petite musique. Ça. Alors, c'est ça. Donc, tout est à la main là-dedans, à droite.
Donc, Tout est les à la femmes main, ont des à batteries, droite. les hommes utilisent leurs mains. Et donc, Caroline, là, s'était rendue compte qu'il y avait des objets sexuels vendus en pharmacie. Elle s'est rendue compte de ça il y a 2 Oui, ans à peu ça près. fait longtemps quand même qu'elle fait elle-même, en plus des bijoux. Et elle-même, c'est ça. Ouais. Donc, dans la compagnie à son nom, elle voulait lancer sa gamme de produits. Donc, elle a fait d'une pierre deux coups, a décidé de lancer ça dans les pharmacies. Et puis, moi, j'ai déjà travaillé dans une pharmacie, là, et Ouais. tout ça se trouve au rayon avec les condoms, Oui. avec les préservatifs. Ah oui. Et il y a des affaires, hein. Il y a quand même des choses là-dedans, là. Il y a, Qu'est-ce que tu veux dire? il y a l'anneau vibrant, en français, là, ça s'appelle l'anneau vibrant pour pénis. Ça, c'est cock C'est ring, vendu. c'est plus connu. D'accord, OK, Et on c'est connaît vend- ça. Et Et c'est on vendu connaît ça. en pharmacie. Et c'est vendu en pharmacie avec, là, c'est ça, les préservatifs juste sur le dessus. Ils le mettent quand même haut, là, tu sais, pour Ouais, pas que les enfants, pas que les la fassent enfants jouent là-dedans. avec. Mais surtout que les enfants disent, hey, je veux ce jouet-là à Je- Noël. c'est vrai que ça a l'air d'un C'est jouet. demander un cock ring au Père Noël. Ce serait assez rigolo quand même. Ça serait drôle. Mais donc, ça arrive. Donc, soyez pas surpris si jamais faites la ligne là, à la pharmacie puis vous voyez ça. C'est vendu là. Absolument. Et il faut absolument qu'on parle d'un Oui. événement. Ah oui, ça, j'avais hâte d'en parler. Le sperm racing, qu'est-ce que c'est ça, cette On affaire-là? reste un peu dans le même sujet. Alors ça nous est quand même venu comme nouvelle du New York Times. Ah OK? oui. Non, on prend Donc, pas une nos source fiable. Ah oui, on n'a pas nos sources nulle part All au the sac de news chips. that's fit to print. C'est le slogan du New York Times. Voilà, donc celle-ci fait la cote, comme on dit. Alors, sperm racing, le nom le dit, c'est une course de spermatozoïdes, course de sperme, Sophie. Et ça s'est passé à Hollywood. Et le nom le dit, là, une course de spermatozoïdes. Donc, ça impliquait des scientifiques. Le but était de trouver les spermatozoïdes les plus rapides. 2 messieurs s'affrontaient. Tout ça, là, c'est l'idée de gars dans la vingtaine qui ont parti une start-up pour faire un spectacle. OK? C'était Ben oui. ça le but. Et c'était devant des milliers de personnes dans un grand stade. Et là, on va Wow. avoir un petit extrait. Des biologistes ont ramassé à l'aide d'une seringue les spermes et ça a été lancé dans une mini-piste de 20 cm. Et là, on peut voir les spermes en pleine course. OK, on voit vraiment 2 tuyaux. Donc, c'est comme un parcours Non, mais il y en a vraiment, euh, il y a vraiment un gars exactement. qui est plus rapide Il y que a l'autre. un là. Wow! vainqueur. Hey, vraiment, il y en a un qui c'est lent en tabarouette, hein? Définitivement, il y a une grande Ça différence. nage pas fort. Et ça, Et ça me fait penser à une scène d'un film de Woody Allen, Everything You've Always Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Ask. Hey, c'est quand même fascinant. J'aime C'est quand vraiment, même, on là. dirait des petits tétards. oui, Ben, c'est pas mal vraiment, ça. C'est vraiment ce que c'est. C'est C'est dans comme nos ça que t'es livres, venu au monde, c'est Cybèle. ça. Ben oui, j'étais Il impressionnée. y en a un qui a été plus rapide que les autres, et puis Il y ils en ont a un en arrière qui est pas sûr de vouloir suivre la gang. Il y en a lui, toujours il des se plus rendra lents. pas. Il y en a toujours des Il plus se rend lents. à plat, il ralentit le groupe. Ouais, c'est pas lui. Et c'est supposé représenter en passant les organes reproducteurs féminins, là, le parcours. Oui, le C'est parcours, ça que parce c'est que supposé c'est faire. dans les trompes de je sais pas trop quoi, là. Alors, Ben écoute, on va terminer là-dessus, donc Oui. on n'aura pas le temps pour le gorille, mais vous irez voir l'émission de Richard. OK, parfait. Ah oui, c'est vrai, il en parlait hier. dans Parce son que lui, émission. c'est spermatozoïde. Non, ben non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah. Bon. Bon. Très bonne. Voilà. Ben, c'est parce qu'on a quand même fait un enfant ensemble, donc il devait en avoir au moins un qui était assez rapide. Il y en a un qui a réussi. Merci beaucoup, Caroline. On s'est beaucoup amusé. Caroline Plaisir. G. Murphy, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur. Et qu'on est vilain au Québec avec les gentils immigrants. Hein? C'est comme un acouphène. Tu sais, c'est comme on entend tout le temps ça comme musique de fond, surtout venant du Canada anglais. Puis c'est ça qu'on a lu dans le Maclean's. Ben écoute, à chaque année, quand revient le beau temps, évidemment, c'est les jupes, c'est les décapotables et c'est la complainte dans le Maclean's. Moi, je remarque une fois par année. Oh, je oui, sais dans pas le si c'est Maclean's, toujours. c'est ça. Ouais. Et donc là, c'est l'histoire de qui? Ben, c'est l'histoire d'une femme originaire du Brésil qui a rencontré en ligne un homme originaire de Sherbrooke. Ils sont tombés en amour. Elle a décidé de déménager au Québec, à Sherbrooke. Et là, elle dit dans son texte que, évidemment, c'est pas évident. Tu quittes Sao Paulo, tu arrives dans une petite ville de 175 000 habitants. Il n'y a pas de Uber. Là, elle dit ça, mais il y a Uber à Sherbrooke, je suis à peu près sûr de ça. Mais bon, Non, on elle dit continue. qu'il n'y a pas de transport en Il y a commun. pas de transport en fait, en commun. toute une liste de désagréments, Ouais. là, mais bon. Et là, elle dit, en 2023, je reçois finalement mes papiers. Donc là, je veux commencer à apprendre le français. Et là, j'interromps tout de suite le récit parce que c'est drôle, parce que tu vas voir, c'est l'histoire d'une femme qui ne se responsabilise pas, pour dire très peu.
Et elle prend quand même 1 an à la suite de son arrivée pour se décider à apprendre le français. Et là, ensuite, elle blâme le gouvernement, j'y viens, pour son retard dans l'apprentissage du français. Elle qui a pris elle-même 1 an de retard à ses frais. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, en 2023, elle reçoit ses papiers et là, elle se dit, je vais m'intégrer, je vais apprendre le français, je vais m'inscrire à des cours de francisation. Et là, survient ce qui est survenu, ce qui est malheureusement survenu. Absolument, et c'est terrible, il faut le dire. Oui. Coupure puis fermeture de beaucoup de centres de francisation que tout le monde dénonce. Oui. Tania Lompré, plein de monde dans le milieu de la francisation dénonce ça, là. Même si Jean-François Roberge, le ministre de la Langue, avait quand même bien expliqué ce qui s'était passé à Tout le monde en parle il y a quelques mois, il avait dit, oui, on a fait une erreur, mais assez rapidement, on a réparé l'erreur. Les fonds qui avaient été retenus ont été alloués et d'ailleurs, on en met plus que n'importe quel autre gouvernement. Et là, donc, 2 ans plus tard, cette jeune femme-là écrit dans le Maclean's qu'elle n'a pas pu rattraper ce retard-là, qu'elle n'a pas pu s'inscrire. Et là, maintenant, elle a eu une grossesse. Malheureusement, ça a été une fausse couche. Elle a passé au travers du système de santé, n'étant pas capable de parler français. Et là, évidemment, détresse. Et là, t'écoutes son histoire, puis tu te dis, mais quand est-ce que dans cette histoire-là, il n'y a pas un moment où toi, tu décides d'apprendre le français? C'est-à-dire, tu t'inscris pas à du bénévolat, tu ne rencontres pas des gens qui parlent le français, tu ne regardes pas des films en français, tu ne lis pas des livres en français. Son chum s'appelle Mathieu, il vit à Sherbrooke, c'est un francophone. Il me semble que si je tombe en amour avec un Japonais et que je m'en vais vivre au Japon, peux-tu te dire que dès le départ, je vais quand même être capable de dire bonjour, merci, au revoir, la base, même si c'est une langue difficile. Le français, c'est quand même pas une langue si difficile que ça. Elle dort avec un français, un francophone. Ah oui, puis je pense que c'est plus difficile que le japonais, mais je vais t'apprendre une chose si tu l'ignores, et en réalité, je pense que tu le sais. Le Québec est peut-être le seul endroit dans le monde qui donne 6 mois aux gens pour apprendre une langue et ensuite être en mesure de communiquer. Exiger c'est ça, c'est qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est ça qui est injuste avec la loi 96, le fameux 6 mois, mais vous allez dans n'importe quel pays du monde, au jour 1, on vous parle dans quelle langue? La seule langue officielle de l'État. Mais j'irai plus loin, si je peux me permettre, Rémi. Il y a même des pays, beaucoup de pays où tu ne peux même pas immigrer si tu n'as pas fait la preuve avant d'immigrer que tu avais fait au moins l'effort et d'avoir les bases, je pense, entre autres, l'Allemagne. Et je réfère dans ces dossiers-là à Jean-François Lisée, qui a toujours dit, du temps où il était au PQ, et il le répète maintenant régulièrement, pourquoi on n'en fait pas un critère? Pourquoi on ne dit pas, si vous voulez émigrer au Québec, vous devez d'abord nous prouver que vous êtes allé à l'Institut français de Sao Paulo et que vous possédez une connaissance de base de la langue. Après, quand vous allez venir, vous allez pouvoir la perfectionner, mais vous devez avoir la base. Sinon, on ne vous ouvre pas nos portes. On ne parle pas de réfugiés, on parle de gens qui veulent émigrer ici. Tout à fait. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que il y a plein d'endroits qui le font, puis c'est pas des xénophobes, là. C'est parce que ici, le Québec, oui, c'est une démocratie, oui, c'est une merveilleuse société, mais on est aussi un régime de la complaisance. On est complaisant au Québec. On est complaisant. OK, tu parles pas français? OK, on va te donner 6 mois. 6 mois. 6 mois de plus que partout ailleurs. On sait que tu vas te plaindre après 6 mois. Et puis, on va te le rappeler qu'on est le seul endroit où on fait ça. Mais c'est correct. Nous autres, on est comme ça. On est capable d'en prendre des critiques. On est capable de se faire gifler d'en face. C'est ça, le Québec. C'est ça, le Québec et sa langue. Alors qu'on est le seul endroit aussi, puisque je fais des comparaisons. Peut-être l'un des seuls endroits où il faut qu'on se batte pour la langue. Oui. Et on est complaisant alors qu'on devrait être plus sévère. Et sévère, ça veut pas dire plus dur envers les immigrants. Ça veut dire être très clair. Vous voulez parler, vous voulez venir ici, vous apprenez le français. OK? Oui, on va essayer de mettre des fonds. Puis si les fonds sont mis à côté, qu'il y a une erreur administrative, faites preuve d'imagination. Apprenez le français. Et il y a aussi une notion, là, je vais citer Mathieu Bocoté, il y a aussi un devoir d'intégration, c'est-à-dire que c'est pas juste à la société d'accueil d'intégrer, mais il faut aussi que la personne qui vient ici ait une volonté d'intégration. Alors, si tu passes ton temps à dire la société d'accueil en fait pas assez pour moi, peut-être que tu devrais te demander aussi, toi, ce que tu fais pour la société d'accueil en termes linguistiques à tout le moins. Et je te dirais aussi, pour rajouter à cette discussion, que écoute, il y a des gens qui vivent ici au Québec. J'ai nommé certains anglophones.
Je veux dire, va dans l'ouest de l'île, là, à Montréal, des gens qui sont même pas encore capables. J'ai une amie, je l'adore. Son chum, ça fait des années. Il est même pas... On va souper au restaurant, il est même pas capable de nous parler en français. Ben, j'aimerais ça vous partager, ça m'a fait penser, j'avais déjà fait un travail où je parlais en Belgique, dans la région de la Wallonie. Eux ont un parcours d'intégration vraiment particulier de 3 ans où ils vont gratuitement offrir des cours, permettre à tout le monde de faire des cours de français. Mais ça va se terminer par un examen qui doit être passé. Sinon, il peut y avoir une amende ou il peut y avoir carrément une expulsion. Vous allez me dire, c'est peut-être intense, mais si au bout de 3 ans, le parcours complet n'est pas respecté, il y a 400 heures minimum de formation en français et d'autres choses, ben c'est l'amende ou l'expulsion. Donc, est-ce qu'on devrait pas peut-être resserrer nos règles ici d'une certaine manière? Parce que 3 ans, c'est pas pire, ils sont accompagnés et pris par la main, mais après ça, tu as besoin d'avoir fait ton travail. Oui. Ben, c'est sûr que si on compare 6 mois et 3 ans, on va dire qu'on est plus sévère au Québec. En même temps, il y a plein d'endroits aussi où c'est zéro. Même pas 6 mois. C'est zéro. C'est ça l'affaire. Il faut se comparer, il faut voyager, il faut se renseigner, puis les gens doivent être de bonne foi. La responsabilité est des deux côtés et elle est surtout, j'ai envie de dire, du côté des immigrants. C'est vous qui voulez bien vous intégrer. C'est vous qui devez vous intégrer. Nous, on n'a pas besoin de s'intégrer à vous. Alors, on n'a rien à faire sinon qu'à vous tendre la main et à vous donner les outils qu'on peut vous donner. Mais pour le reste, faites preuve d'imagination. Si vous aimez le Québec, vous allez l'apprendre, la langue. C'est une langue qui s'apprend. Elle peut même s'entendre, s'écouter et se lire. Oui. Donc, le titre de l'article dans le Maclean's, qui est évidemment, je le traduis en français, j'essaie d'apprendre le français. Le Québec ne me facilite pas la tâche. Et maudit Québec, on est donc pas fin. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Cybèle. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Merci à vous. Kid.